Donc, bonjour à tous. Je remercie tout d'abord le comité organisateur de m'avoir invité à présenter rapidement, dans les 300 secondes, ce projet. Donc, je suis directeur de recherche INSERM, à l'unité INSERM U1065 à Nice. Et le projet que nous développons concerne la validation préclinique de nouveaux composés anti-mélanome en particulier et anticancéreux en général. Donc, rapidement, quelques mots pour resituer la problématique du mélanome. Donc, le mélanome est un cancer mortel. En effet, 5% des patients atteints de cancer de la peau, 80% des décès sont dus au mélanome. Donc, c'est un cancer très agressif, avec une moyenne de survie d'environ 6 à 9 mois au stade métastatique. Et on a une augmentation de la prévalence avec 10 000 nouveaux cas par an en France et plus de 200 000 au niveau international. Donc, au niveau de la chimiothérapie, donc depuis de nombreuses années, a été utilisée la chimiothérapie qui donnait une réponse très faible dans 10% des patients, avec absolument pas d'augmentation de l'espérance de vie. Plus récemment, a été mis en évidence, a été développée l'immunothérapie avec notamment des anticorps monoclonaux et notamment l'anti-TLA4 et l'anti-PD-1 qui donnent une réponse dans seulement 15 à 30% des patients. Et enfin, récemment aussi, a été développé par Roche et DSK deux inhibiteurs de BRAF qui vont cibler directement les patients atteints de mélanome muté BRAF B600E. Et ceci concerne environ 50% des patients atteints de mélanome. Donc, ces traitements donnent une réponse dans 75% des patients, comme on peut le voir ici après quelques semaines de traitement. Malheureusement, dans presque tous les cas, on a une rapide résistance qui se met en place avec une récidive qui apparaît après plusieurs mois de traitement. Donc notre projet concerne le développement de nouvelles molécules candidates. Donc pour cela, on s'était basé sur des résultats que nous avions obtenus au laboratoire qui concernent des molécules qui sont les TZD, qui sont des agonistes synthétiques du récepteur nucléaire pi par gamma. Nous avions montré qu'en fait les effets sur la mort des cellules de mélanome est indépendante de l'activation du récepteur nucléaire pi par gamma, puisque quand on l'inhibait par des siRNA, on conservait les effets sur la mort des cellules. Donc je vais accélérer. Donc en fait, en collaboration avec le Dr Rachid Benida de l'Institut de chimie de Nice, nous avons fait différents dérivés de ces molécules où on n'a plus le noyau qui est responsable de l'interaction avec pi par gamma. Et en fait, on a testé et designé et testé plus de 100 différentes molécules. On a trouvé un composé qui s'appelle HA15, qui est notre lead compound, qui a des effets anti-mélanome et anti-cancéreux en général. Donc rapidement, ce qu'on a mis en évidence, c'est que nous avons découvert de nouvelles molécules avec des structures originales. Ces molécules sont actives sur des cellules de mélanome indépendamment du statut mutationnel. Nous avons aussi mis en évidence que ces molécules étaient actives sur des cellules de patients fraîchement isolés atteints de mélanome métastatique qui étaient sensibles aux résistants aux inhibiteurs de BRAF. Nous avons mis en évidence un nouveau et original mécanisme qui concerne l'induction du stress du RE avec une cible que nous avons identifiée par protéomique. Nous n'avons pas de toxicité apparente chez la souris. On a une forte efficacité dans des modèles de xénogreffe de mélanome chez la souris. Et nous avons mis en évidence que ces molécules étaient aussi actives contre des lignées tumorales issues d'autres cancers, comme notamment des cellules de la prostate, cancer de la prostate, du sein, du côlon, du pancréas, du gliome ou bien des leucémies myéloïdes chroniques. Donc ce projet est protégé par un brevet où les phases internationales ont été développées en 2013. Et donc en fait, ce qu'on recherche, c'est un partenaire industriel pour une co-maturation et ou une prise de licence de notre brevet pour une collaboration aussi. Donc en fait, rapidement, c'est vraiment schématique. On espère entre maintenant et janvier 2016 terminer les résultats que nous avons sur la souris pour vraiment finaliser les travaux, et notamment en utilisant des cellules d'autres cancers, comme le pancréas, pour espérer en début d'année prochaine, jusqu'à décembre 2016, étudier la pharmacologie et la toxicité pour, pourquoi pas, initier une phase 1
à la fin de l'année 2016. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci encore. Merci. Non, c'est un exercice difficile. Je le reconnais, c'est très difficile. Mais vous en êtes très bien sorti. On va améliorer la chose. Je vais parler au bout de 2 minutes 30. Je me dresserai à 1 minute. C'est plus simple et c'est moins perturbant. Le deuxième intervenant est Laurent Lévy pour PDC Line Pharma. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, bonjour, Laurent Lévy, je suis le cofondateur et dirigeant de PDC Line Pharma. Chez PDC Line Pharma, nous développons une nouvelle classe de vaccins thérapeutiques anti-cancer basée sur la seule lignée de cellules dendritiques disponibles à usage thérapeutique actuellement. Et c'est une catégorie de vaccins qui sont particulièrement puissants, qui sont industrialisables à grande échelle et qui sont applicables à l'ensemble des types de cancers. En introduction, inutile de rappeler ici que le cancer, c'est une cause de mortalité majeure dans les pays développés. Pendant très longtemps, nous avons cherché à développer de nouveaux types de thérapies vaccinales qui seraient à la fois non toxiques et qui seraient efficaces sur le long terme. Et la première réussite dans ce domaine, ça a été en 2010, avec un vaccin thérapeutique développé pour le cancer de la prostate, qui actuellement fait 300 millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. Cela dit, 5 ans plus tard, en 2015, c'est toujours le seul vaccin thérapeutique sur le marché. Il y a eu de nombreux échecs de développement récents. Et ce vaccin, disponible actuellement, s'avère être extrêmement difficile à développer, extrêmement cher, extrêmement complexe à mettre en œuvre, puisqu'il s'agit d'une thérapie cellulaire autologue basée sur des cellules dendritiques donc qui sont collectées auprès de chaque patient qui bénéficie du traitement. Ça veut dire qu'il faut faire un nouveau vaccin pour chaque patient. Notre ambition aujourd'hui, c'est de développer donc une nouvelle classe de vaccins thérapeutiques à base de cellules dendritiques. Donc la seule catégorie de vaccins qui aujourd'hui fonctionne, a fait ses preuves d'un point de vue clinique, mais qui est beaucoup plus facile à développer, à industrialiser et beaucoup moins cher, bien entendu, à mettre sur le marché. Alors notre approche est basée, donc, comme je l'indiquais en introduction, sur la seule lignée de cellules dendritiques disponible actuellement pour usage thérapeutique. Il s'avère que c'est également le seul vaccin basé sur des cellules dendritiques de type plasmacytoïde, ce qui est peut-être à l'origine de la particulièrement forte puissance de ce vaccin par rapport aux autres vaccins à base de cellules dendritiques de type myéloïde et qui sont développés habituellement. Cette lignée de cellules est tout à fait caractérisée, très facile à cultiver en très grande quantité. Il est très simple de les charger avec des peptides synthétiques qui sont issus d'antigènes tumoraux correspondant au type de cancer qu'on souhaite traiter. Moitié. On obtient le produit en grande quantité et on peut le congeler et le stocker pour des années. Et il est disponible comme un produit off-the-shelf pour traiter l'ensemble des patients qui présentent le type de cancer correspondant aux antigènes sélectionnés. Donc c'est industrialisable à grande échelle, c'est versatile, entre guillemets, dans le sens où il est très simple de générer un nouveau candidat clinique pour un nouveau type de cancer, simplement en changeant les peptides et en validant ça sur du sang de patient. Et c'est également, comme je l'indiquais en amont, beaucoup plus puissant que les cellules dendritiques myéloïdes classiquement utilisées. On l'a démontré en fait in vitro sur du sang de patient qu'on pouvait générer 100 fois plus de cellules T spécifiques de l'antigène utilisé pour vacciner que des cellules dendritiques classiquement utilisées de type myéloïde. Nous sommes actuellement en phase 1, après une très robuste preuve du concept préclinique qui a été établie à l'établissement français du sang par mon associé Joël Plumat, qui est actuellement également dans la salle. Et cette phase 1, qui est un essai académique, va nous permettre de valider au cours de cette année la non-toxicité de notre approche, l'activité immunologique qui peut être générée, sélectionner la dose qui sera utilisée pour les prochains essais cliniques et de détecter les premiers signes d'activité clinique.
Nous ciblons 2 indications pour les prochains essais cliniques. Première indication, encore une fois, le mélanome. Je ne vais pas rappeler de quoi il s'agit. La deuxième, alors dans cette indication, on va tester notre produit en synergie avec les anti-PD1 parce qu'on a démontré qu'en préclinique, c'était extrêmement synergique. Pour le cancer du poumon, on va tester notre produit comme produit de maintenance post-première ligne de chimiothérapie. Et pour conclure sur les partenaires que nous recherchons, en dehors des partenaires financiers pour la modique somme de 8 millions d'euros pour financer nos 2 essais cliniques pour le poumon et pour le mélanome, nous recherchons bien sûr des partenaires de type CRO, cliniques, non cliniques, hôpitaux, et puis l'ensemble des partenaires qui pourraient nous aider à développer de nouveaux candidats pour de nouvelles indications de cancer et peut-être améliorer notre technologie. Merci. Bravo. C'était moins 20 secondes. C'était très très bien. Parfait. Donc j'appelle maintenant Dominique Thierry qui va nous parler de l'utilisation des animaux domestiques dans le développement des modèles anticancéreux. Attendez, voilà. Vous êtes prêts? Ça démarre. Je suis prêt et j'ai l'honneur de remplacer Dominique Thierry puisque je m'appelle Mathieu Dubruc, mais ce n'est pas de votre faute. Je suis associé à OCR et en charge des opérations. Je vais vous parler de chiens et de chats spontanément malades comme des nouveaux modèles pouvant permettre d'optimiser le drug development en cancérologie à vocation santé humaine. Quel est le métier d'OCR concrètement? Qu'est-ce qu'on met sur la table? On propose aux biotech et à l'industrie pharmaceutique santé humaine d'intégrer dans le drug discovery process des essais de médecine comparative, d'oncologie comparative, donc sur des patients chiens ou chats atteints de cancer spontané. L'idée, c'est une logique de médecine unique et de vraiment optimiser, rationaliser les essais cliniques chez l'homme sur la base de modèles animaux beaucoup plus prédictifs, ou en tous les cas très prédictifs et complémentaires des modèles précliniques rodent, et qui vont permettre de répondre à des questions de développement diverses et variées, qui sont notamment l'activité, évidemment des études de PKPD ou des études de mécanismes d'action, par exemple, qui vont intervenir tout au long du drug discovery process. On sait tous ici dans cette salle que ce n'est pas parce qu'une molécule est en clinique que les essais sur les rodents ou sur ce type de modèle de pathologie spontanée chiens et chats n'a pas de sens. Bien évidemment, ces essais sont nécessaires tout au long du drug discovery process et même en clinique. Donc on va se positionner essentiellement en fin de préclinique sur des drug candidates aux portes de la clinique humaine, mais aussi sur des molécules déjà en clinique chez l'homme, pour notamment, par exemple, des extensions d'indication dans des pathologies cancéreuses. Alors, quel est l'intérêt essentiel? Quels sont les intérêts essentiels de ces modèles de chiens et de chats spontanément atteints de cancer? C'est évidemment un système immunitaire intact, puisque c'est une pathologie naturelle. L'un des gros intérêts aussi du modèle canin atteint de cancer spontané, c'est d'avoir accès à un modèle qui va donner accès à l'histoire naturelle de la pathologie dans son ensemble, de la tumeur primaire jusqu'à l'évolution métastatique, dans un laps de temps acceptable, quelque part, au regard des problématiques et des impératifs de drug discovery process, c'est-à-dire, par exemple, une évolution métastatique en 4 ou 6 mois, par exemple, pour certains types de cancers. On peut avoir un accès à des biopsies répétées dans un cadre éthique tout à fait acceptable, puisque pour faire passer un scanner, par exemple, à un chien, il faut l'anesthésier. Donc, on est sur des accès à des biopsies sériques qui sont tout à fait intéressants. On a des protocoles de chimiothérapie et de radiothérapie tout à fait similaires à ce qui est fait chez l'homme. Aujourd'hui, les patients chiens et chats sont traités, diagnostiqués et traités de manière tout à fait similaire à ce qui peut être fait chez l'homme. Et puis, on a la possibilité de tester des thérapies en combinaison avec d'autres traitements ou en tant qu'adjuvant thérapie, par exemple, très très tôt dans le drug discovery process. C'est ça qui est intéressant. Alors, les principaux types de cancers sont quasiment les mêmes chez le chien et le chat que ceux qui hélas, tuent de nombreux humains. Donc, il y a vraiment là aussi un parallèle important en termes d'occurrence du cancer, notamment on parlait du mélanome juste avant. Il faudra que je vienne vous voir tout à l'heure. On a également les tumeurs mammaires. Enfin, je ne vais pas lister tous les types tumoraux qui sont là. Sachez que nous avons également accès à une biobanque de tumeurs canines et félines tout à fait intéressantes pour vérifier l'expression d'une cible thérapeutique, par exemple, avant d'aller en clinique. Comment on accède à des patients? Via des centres d'investigation clinique vétérinaire comme celui-ci, ou par exemple à Ancovette, il y a plus de 3500 nouveaux patients chiens et chats par an.
avec un plateau technique tout à fait similaire à ce qui est fait chez l'homme. Ici, on a la scintigraphie, le scanner, également un bunker pour de la radiothérapie haut et low voltage. Nous sommes situés à Lille. Notre métier, je le rappelle, c'est d'effectuer des essais de médecine comparative, d'oncologie comparative, au bénéfice de la santé humaine en cancérologie. Je vous remercie. Vous avez encore du temps, hein? Non? Tant pis, bon. Merci beaucoup. On optimise. Le quatrième intervenant sera Philippe Rumini, qui va nous parler de tests simples et rapides pour la caractérisation génétique des cancers. Je vous en prie. Bien, bonjour. Donc, je suis très content d'être là cette année. Alors, moi, bon, vous le voyez, la façon dont je suis habillé, je suis un académique, je suis un chercheur. Et donc, je travaille à Rouen au sein d'une unité INSERM qui est l'unité U918. Alors, on est aussi, on est associé à un laboratoire de diagnostic et puis on est associé aussi à des grands groupes collaborateurs dans le cadre de la recherche sur le cancer, notamment sur le lymphome, par intermédiaire du LISA, de l'Institut Carnot-Calim. Et de ce fait, on a accès, comme notre laboratoire existe depuis maintenant aujourd'hui plus de 20 ans, une grande collection de tumeurs avec toutes les annotations cliniques. Et ça, ça nous permet d'assurer notre activité puisqu'on fait de la recherche basique, c'est-à-dire rechercher des nouveaux marqueurs, NGS, tout ce qui va avec. Et puis, on essaye aussi d'animer un petit peu de la recherche translationnelle. Et donc, le développement, c'est un peu plus de ça dont je m'occupe, moi, de tests diagnostiques qui se veulent innovants. Alors en fait, les tests diagnostiques dans notre panel, on en a deux types. Alors le premier, donc je vais vous les détailler un petit peu plus par la suite, c'est une méthode en fait qui nous permet de faire la différence entre deux tumeurs, donc de faire du diagnostic très précis entre deux types de tumeurs qui se ressemblent beaucoup et pour lesquels les pathologistes ont du mal à classer. Et puis le deuxième, donc c'est ce que j'ai présenté l'année dernière au board de Matwin, c'est une tumeur qui nous permet de façon rapide et efficace de détecter un grand nombre d'anomalies génétiques récurrentes, notamment dans les leucémies aiguës. Alors, le premier test qu'on a breveté et développé, c'est celui-là. C'est un test qui permet de faire la différence entre les deux grands sous-types de lymphome B diffus à grandes cellules, donc ABC et GCB. Donc ça a été décrit il y a plus de 15 ans. Et on sait qu'il y en a deux sous-types qui sont des maladies différentes, que les pathologistes ont beaucoup de mal à différencier. Et nous, ce qu'on a fait, c'est une solution de diagnostic complet qui part de la biopsie tumorale qui donne le résultat. Et on sait, par exemple, le l'ibrutinib, c'est la molécule phare dans ces pathologies. Le panel d'en bas, ça suggère que l'ibrutinib pourrait être efficace chez ce patient, mais pas chez le patient d'en haut. Donc ça, comme on a une grande collection d'échantillons, on l'a validé sur plus de 250 patients, notamment des patients qui étaient inclus dans les essais cliniques du LISA. Et ce test, on devrait le proposer pour les futurs essais cliniques en études ancillaires. Donc ça, c'est quelque chose que nous venons de publier. Donc ça, c'est dans Journal of Molecular Diagnostics. Donc ils ont été gentils, ils ont mis une de nos figures sur la couverture. Et puis ils ont aussi fait ce qu'ils ont appelé un press release, c'est-à-dire qu'ils ont donné nos coordonnées à plus de 400 journalistes. Et donc mon téléphone sonne pour répondre à tout ça. Donc j'apprends à parler anglais comme ça. Voilà. Alors la deuxième test, en fait, okay. C'est un test qui permet, donc ce que j'ai présenté l'année dernière au board de Matwin, de détecter des anomalies génétiques récurrentes, notamment dans les leucémies aiguës. Alors, dans ces pathologies, il y a beaucoup de translocations chromosomiques qui conduisent à la formation de gènes de fusion. Et ces gènes de fusion sont recherchés de façon systématique au diagnostic, par cytogénétique, mais aussi par des méthodes de biologie moléculaire de type RT-PCR. Et donc, il y en a 8 qui sont recherchés, qui sont systématiques dans les LAL et les LAM. Et nous, en fait, ce qu'on a mis au point, c'est un test qui permet de façon rapide et efficace, non pas d'en chercher 8, mais d'en chercher plus de 90. Donc, tout ce qui est à droite. Donc, chaque ligne, c'est une fusion. Et ça, comme on a beaucoup d'échantillons, on l'a validé sur des patients dont on a des prélèvements dans nos congélateurs, donc plus de 540 patients avec plus de 15 ans de recul. Et ce qu'on a observé, c'est que la cytogénétique, ça c'est les deux techniques de référence, on avait détecté 125, la RT-PCR classique 152, et nous on est à 200 sur les 204 possibles. Et ça veut dire que dans cette cohorte, on est à plus de 15% d'efficacité supérieure par rapport aux techniques de référence, avec 36 anomalies qui n'ont été détectées que par notre test. Et dans ces anomalies, il y a clairement des cibles thérapeutiques, comme des translocations qui impliquent des gènes de tyrosine kinase. Et on sait qu'aujourd'hui, ces patients pourraient bénéficier de thérapies ciblées. Ils n'en bénéficient pas simplement parce qu'en fait, ces anomalies ne sont jamais recherchées en routine. Elles ne sont pas détectables en cytogénétique conventionnelle.
Donc en conclusion, voilà, je pense qu'on a des tests qui sont simples, alors, ou astucieux, ça dépend comment on gère la communication, simples en tout cas à mettre en place, qui sont rapides, c'est-à-dire que quand on part de l'ARN, on commence le matin, on a le résultat à la fin de l'après-midi. Les réactifs sont des réactifs basiques de biologie moléculaire, il n'y a pas besoin de plateforme spécifique, on utilise ces 3 appareils qui sont disponibles dans la plupart des laboratoires. Et puis on continue à travailler sur d'autres développements, alors par exemple des profils d'expression dans les lymphomes T, dans les cancers du sein, et puis pour des translocations récurrentes aussi dans les sarcomes, on est en train d'essayer de travailler un petit peu sur les arrangements d'ALK, de Ross et de RET dans les cancers du poumon. Donc si les gens veulent travailler avec nous, ils sont bien évidemment les bienvenus. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il vous restait 15 secondes, c'est bien. Je vais avoir du mal à dire tout le titre. Alors, melanoma spheroid implanted into a human skin biopsy culture ex vivo, mimicking the tissue environment in patient lesion in a ready-to-use and standardized human melanoma model. Pascal Descargues. Bonjour. Déjà, je souhaite remercier Matwin de me donner l'occasion de présenter la société Genoskin, dont je suis le président et le fondateur. On est basé à Toulouse, sur le site de l'Oncopole. Et puis présenter un de nos nouveaux produits qui s'appelle Oncoskin. Donc il s'agit d'un modèle ex vivo de mélanome humain qui, on l'espère, permet de prédire les réponses qu'on peut observer dans ces lésions. Le business model de la société est très simple. En fait, il est basé sur une vision, celle que les tissus humains natifs peuvent donner des réponses natives, fiables, et donc extrêmement informatives pour le développement de médicaments. Et donc notre travail consiste en fait tout simplement à d'une part collecter des échantillons biologiques issus de chirurgie plastique, essentiellement de la peau abdominale, et de les transformer en des produits à haute valeur ajoutée, prêts à l'emploi de la peau humaine, fournis sous la forme d'un kit, prêt à l'emploi pour tester des produits. Le modèle Oncoskin, le produit Oncoskin est dérivé de cette technologie-là. Il s'agit donc d'un modèle unique, ex vivo, de mélanome humain, tout simplement des sphéroïdes de cellules de mélanome fluorescentes sont implantées de façon reproductible, de façon standardisée dans des biopsies de peau qui sont maintenues en culture ex vivo. Les avantages sont nombreux. Il s'agit d'un modèle qui est 100% humain, qui reproduit la complexité physiologique qu'on peut rencontrer chez le patient avec la peau à l'interface avec l'air, la tumeur qui est présente dans le derme, dans l'environnement cutané, la possibilité de faire une analyse par fluorescence directe des cellules qui sont marquées. Donc, nous utilisons la lignée WM266, le format prêt à l'emploi dans des plaques de 12 puits et la possibilité de cultiver ça jusqu'à 2 semaines. Ici, on peut voir l'histologie avec le sphéroïde qui a été implanté, donc ces cellules de mélanome implantées dans le derme et cultivées comme ça de façon ex vivo. Nous proposons et nous développons également des services pour accompagner l'analyse de ce nouveau modèle, notamment des services permettant l'analyse macroscopique de l'invasion des cellules du mélanome dans le tissu. Donc on peut voir ici sur de la peau, la biopsie de peau qui a été cultivée, qui a été fixée, qui est transparisée. On peut voir par fluorescence, ici la tache rouge, les cellules du mélanome. Et en grossissant, on peut aussi apercevoir la présence de cellules qui migrent, qui envahissent le derme autour de ce sphéroïde, principalement autour des jours 1 et 3. Bien entendu, les bords du sphéroïde deviennent totalement irréguliers. Nous avons aussi la possibilité d'analyser au niveau microscopique le volume et aussi la granulosité du sphéroïde implanté. Pour cela, on utilise une plateforme, un microscope à feuilles de lumière qui permet de faire des sections optiques qui peuvent être reconstruites en 3 dimensions par analyse.
Là encore, ce travail est fait sur les biopsies de peau qui ont été cultivées, qui sont fixées et transparisées. Ce travail est issu d'une collaboration avec des sociétés Picscience, Elexcel et Litav, ainsi que Genoskin. Et donc c'est ici que je vais essayer de montrer un film. Voilà ce qu'on obtient avec... Voilà, vous y êtes. Ici, il s'agit de la reconstruction 3D. En rouge, vous avez les cellules du sphéroïde, les cellules de mélanome qui sont implantées dans le derme. On peut voir les fibres du derme ici qui apparaissent en vert. Donc on peut aller analyser le devenir de ces cellules dans cet environnement en 3D et humain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc j'appelle maintenant Roger Lahana qui va nous parler de nouvelles technologies de vaccins basées sur des exosomes. Merci à vous. Donc je remplace Robert Mamoun au pied levé, mais il est présent dans la salle si vous avez des questions après. Alors, les exosomes. Les exosomes, ce sont des vésicules qui sont sécrétées par les cellules de façon naturelle. Et à la surface de ces exosomes, on peut trouver les mêmes protéines membranaires que sur les cellules dans leur conformation native. Ça a tout un ensemble d'intérêts. Bon, les exosomes se comportent en fait comme des virus, mais sans bien sûr les effets nocifs des virus. Et Siloa a donc développé toute une plateforme de technologie basée sur ces exosomes afin de produire des protéines membranaires dans leur conformation native sur ces nanovésicules naturels. De ce point de vue, on peut qualifier les exosomes de magic bullet, de balles magiques, puisqu'on peut les faire circuler absolument partout dans l'organisme, y compris à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc potentiellement, toutes les cibles sont à portée de main, façon de parler, à portée de molécules. Et on va obtenir, pour les molécules choisies qui vont se retrouver à la surface de ces exosomes, on va pouvoir obtenir des réponses immunes extrêmement fortes. Donc on va avoir une forte réponse immunogène. Et le petit truc en plus, c'est que les exosomes vont agir comme des adjuvants naturels. Donc il n'y aura aucune nécessité à rajouter des adjuvants comme les squalènes, etc., qui ont posé des tas de problèmes à des tas de gens quand il y a eu la crise de H1N1. Là, c'est absolument naturel. La technologie est bien sûr brevetée, ainsi que le savoir-faire. Il faut savoir qu'une soixantaine de cibles thérapeutiques parmi les plus importantes peuvent se retrouver sur des exosomes, puisqu'on peut mettre sur des exosomes des GPCR, des récepteurs de kinase, des canaux ioniques et des enveloppes virales. Et on peut fixer à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer comme biomolécules sur des surfaces d'exosomes. Ça peut aussi être des dimères, des tétramères, des hétérodimères. Donc on peut vraiment avoir accès à des constructions extrêmement fines de tout ce qu'on veut pour obtenir une réponse immune ciblée. Et de fait, il existe entre autres cette publication qui apparaît ici en haut sur des exosomes dérivés de cellules dendritiques pour des applications dans le domaine du cancer. Là, je crois que c'est une équipe de Curie qui a fait toutes ces études, enfin, qui a fait toute une analyse de tout un tas de choses. Et les exosomes qui sont cités dans le titre sont arrivés à l'heure actuelle jusqu'en phase 2 pour des cancers du poumon non à petites cellules. Donc voilà, les exosomes, on pense que ça peut vraiment être les prochaines molécules thérapeutiques sur tout un ensemble d'applications extrêmement larges. Ici, bien sûr, je parle de cancer, mais comme vous l'imaginez, il y a également des applications en infectiologie. On peut faire des vaccins contre la plupart des maladies infectieuses comme chikungunya, Ebola, virus du Nil, etc. Mais surtout, dans le cas qui nous intéresse ici, on peut obtenir des réponses immunes fortes alors qu'on part d'immunogènes qui sont considérés comme faibles a priori. Et du coup, en chargeant ces protéines d'intérêt avec le peptide nécessaire, on peut obtenir d'excellentes réponses immunes, comme vous pouvez le voir sur des
des vaccins potentiels présentés sur ce slide. Siloa est situé à Montpellier, existe depuis 4 ans, repose sur une expérience d'une quinzaine d'années dans le domaine de Robert Mahmoud, donc qui est ici présent, et est actuellement en levée de fonds pour des précliniques et une phase 1. Je vous remercie. Merci beaucoup. 40 minutes, 40 secondes encore. J'appelle Andrei Popov qui va nous parler du développement clinique et préclinique de TD5. Allez-y. Bonjour, je vous présente aujourd'hui le projet d'écran thérapeutique qui consiste en développement préclinique et clinique d'un nouveau inhibiteur de protéine phosphatase 1. Donc, on a parlé aujourd'hui de beaucoup de succès qu'on a démontrés depuis une vingtaine, voire trentaine d'années dans de nombreux cancers tels que le cancer de prostate, le cancer de sein, les leucémies, surtout les cancers pédiatriques. Il existe néanmoins des cancers qui sont résistants aux améliorations de traitement. Et pour nommer que quelques-uns, c'est le cancer de rein, de pancréas, de foie, les cancers de cerveau, les sarcomes. Qu'est-ce que commun entre tous ces cancers? Ils sont très vascularisés. On peut parler beaucoup en amont, qu'est-ce qu'en aval, mais le lien il est incontestable. Les cancers agressifs avec un pronostic très mauvais, ils sont souvent très vascularisés. Et la solution que propose la société Écran Thérapeutique, c'est le développement d'une nouvelle molécule, petite molécule chimique, ETD5, qui est first in class, inhibiteur sélectif synthétique de la protéine phosphatase 1, avec l'activité antiproliférative et surtout antivasculaire déjà démontrée in vivo. Ici, chaque mot est important. Synthétique, ça veut dire que c'est une molécule facile à synthétiser en 4 étapes, et facile à administrer, elle est administrable par la voie orale, et sélective parce qu'elle ne touche pas à la protéine phosphatase 2 qui pourrait entraîner des effets toxiques non désirables. Donc ici, le rationnel scientifique, il est heureusement très fort. Cette diapo, elle est à moitié cachée par des raisons de confidentialité, qui était fournie par Jean-Yves Blais de Centre Léon Bérard, montre le pronostic de patients atteints de 2 cancers, cancer X, cancer Y. Ici, vous voyez les courbes classiques de Kaplan-Meier qui montrent le sort des patients qui ne surexpriment pas la protéine phosphatase 1 et qui la surexpriment. D'où le rationnel qu'en ciblant cette molécule avec un inhibiteur synthétique et spécifique, on peut améliorer le sort de ces patients. Ici, je vous montre l'activité in vivo démontrée sur les souris avec le cancer de poumon humain en xénogreffe. Ici, vous voyez les tumeurs contrôle, traitées par un traitement contrôle. Les tumeurs, 7 jours après une seule administration par voie orale de ETD5 et 20 jours après. Ce que vous voyez ici, c'est l'évidence d'une nécrose massive qui ne touche pas que le tissu tumoral sans toucher les tissus sains. Donc le profil de toxicité, au moins sur les souris, il est excellent. Au point que ça m'inquiète un petit peu, j'attends quand même de voir quelques toxicités parce qu'un produit qui entraîne des effets si forts doit avoir d'autres effets chez l'homme. Et ici, je vous montre les courbes de survie. Par exemple, c'est les animaux qui ont été traités pendant 30 jours par ETD5. Il était traité per os. Encore une fois, c'est le cancer de poumon. Et vous voyez que la survie de ces animaux est de 64% meilleure par rapport aux courbes contrôle. Le même effet, on a démontré pour les cancers de poumon, glioblastome, thyroïde, ovaire, rein. Les origines de cette technologie, c'était les recherches menées à l'INSERM depuis 2004. Le brevet a été déposé en 2010 par l'Université Joseph Fourier de Grenoble, par l'Institut Curie. Il faut dire que la molécule a été synthétisée par les chimistes de l'Institut Curie avec qui nous collaborons depuis, et par le CNRS. Et depuis la création d'Écran Thérapeutique, nous avons pris une licence exclusive pour l'exploitation de ce brevet.
Où on en est maintenant? Jusqu'à là, le projet a été financé par les fonds publics, par le CLARA, par les collectivités locales, par les BPI France. En 2015, nous avons réussi de lever les fonds qui serviront à réaliser la toxicologie réglementaire et la synthèse à grande échelle. Et en 2016, nous espérons de démarrer le premier essai clinique pour démontrer l'efficacité de produits chez l'homme. Merci. Merci beaucoup. J'appelle Ronald Roux qui va nous parler de l'anti-CD 160, un anticorps monoclonal a priori. Non, un anticorps. Bonjour. Déjà, je voulais juste remercier les gens de Matwin pour leur gentillesse et leur disponibilité, et aussi dire et m'excuser parce que je ne vais pas parler de l'anti-CD 160, mais plutôt la société Elzalis Biotech et ce que je fais là, surtout. Pardon, encore une fois. C'est la target discovery, c'est d'identifier des nouvelles cibles, et je suis donc ici pour chercher des nouvelles cibles, entre autres. Donc, un premier mot sur Elzalis Biotech, qui on est. Donc, on existe depuis à peu près 2 ans. Et notre mission, c'est de développer des anticorps monoclonaux thérapeutiques pour lesquels il y a déjà une preuve de concept faite sur la cible par le groupe académique avec qui on va collaborer. Oh, merde. L'idée est, une fois qu'on aura un package préclinique complet, c'est de out-licenser le package complet ou potentiellement faire un co-développement. On vient tous, donc l'équipe, globalement, on est tous de la biotech ou de la pharma, et on a tous une expertise, entre autres, dans la génération d'anticorps monoclonaux, l'expression de protéines recombinantes, en oncologie et en immunologie. Pour l'instant, on a 4 produits dans notre portfolio, qui sont tous à des stades différents, et qui ont tous des modes d'action nouveaux, innovants. Donc, dans la vie d'un produit, c'est-à-dire dans le développement d'un produit, Elzalis se situe ici, et ça va dans le contexte de ce qu'on discutait ce matin un peu, c'est-à-dire qu'on va prendre une cible validée à partir d'un groupe académique ou d'une biotech, et nous allons générer et caractériser des candidats monoclonaux, in vitro et in vivo, pour ensuite compléter en identifiant le candidat humanisé ou humain, dépendamment de la méthode utilisée, pour en faire sélectionner le candidat final qui va faire l'office du deal qu'on aura à faire éventuellement, ou le co-développement. Voilà. On cible plus précisément l'immuno-oncologie et l'inflammation. L'immuno-oncologie, parce que comme vous le savez tous, en oncologie maintenant, les checkpoints et l'immunothérapie connaissent un essor important, mais il est clair aussi que tous ces produits devront être combinés. Et en plus, et aussi sous-jacent, les mécanismes inflammatoires sous-jacents au cancer et à d'autres pathologies nous laissent croire qu'il y a une fenêtre où on pourrait interagir à ce niveau-là avec des anticorps. Les atouts de l'équipe d'Elzalis, c'est qu'on a tous été impliqués dans une vie précédente dans le développement d'un tel anticorps. Merci. Où on réoriente en fait des macrophages qui infiltrent la tumeur de type M2 qui sont immunosuppresseurs vers des macrophages de type M1 qui, eux, seront bénéfiques pour le patient, on l'espère. Donc, donc, comme je disais, je suis ici pour identifier, on va commencer par fournir le portfolio, hein, donc c'est mon but. Et l'idée, c'est de dire, décrire un peu le processus par lequel on va passer, c'est-à-dire, on veut des cibles qui sont dites first in class, innovantes, ou best in disease. Ça veut donc dire, pas nécessairement first in class, mais qui pourront donner un avantage au produit, un avantage aux patients en ciblant une même molécule. On fait une première évaluation qui est plutôt théorique sur la développabilité, la compétition, le positionnement éventuel du produit, les différenciateurs, comment pourra-t-on se différencier, et la faisabilité. Et si ces critères-là sont satisfaits, ensuite, l'idée, c'est de confirmer. Et comment on pense le faire? En un premier temps, c'est d'auditer les datas du laboratoire académique ou de la biotech de qui on a licensé pour s'assurer que tout est bien. Et ensuite, on va confirmer les résultats que nous, on considère clés dans le développement futur. Et c'est ensuite qu'on va in-licenser le produit, avec l'idée de licenser un produit par année en commençant fin 2016. Donc,
en résumé, ce que je suis là, c'est de chercher, donc je m'adresse peut-être plutôt aux académiques. C'est un produit qui ciblerait une cible en immuno-oncologie et ou en inflammation, qui serait first in class ou best in disease, pour lesquels le groupe a déjà établi une relation claire de cause à effet entre la cible moléculaire et l'effet délétère. Évidemment, ça nous prend une molécule qui est ciblable avec un anticorps. Et on donnerait une priorité à des cibles qui auraient la capacité d'être couplées avec les immune checkpoints actuels en développement. Voilà, donc si vous avez de telles cibles ou si vous connaissez des gens qui ont de telles cibles, vous pouvez m'envoyer un email. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Merci. Merci. J'appelle Marie Martin qui va nous parler de Nénuphar. Tenez. Merci. C'est là. C'est les flèches. Ok. Bonjour à tous, je suis Marie Martin, je suis ingénieure transfert et innovation à l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest et je porte le projet Nénuphar. Donc Nénuphar, c'est donc une future start-up, c'est un logiciel, système d'évaluation et de surveillance de l'agressivité tumorale. Alors, développé en collaboration avec des établissements de santé de Bordeaux, notamment l'Institut Bergonié et le CHU Pellegrin, nous avons il se veut répondre à la problématique comment les mathématiques peuvent aider les médecins à prédire la croissance tumorale, la croissance métastatique pulmonaire, plus précisément. Donc sur le cas que je vous présente ici, ce patient, ce patient ici, on a 3 scanners à 3 dates, à 3 temps distincts. Et donc on voit l'évolution de la métastase ici entourée en rouge à chaque fois. Donc la question que nous ont posée les médecins, c'est aurait-on pu prédire que la croissance métastatique entre le 2e temps et le 3e temps serait si agressive que l'acte chirurgical programmé initialement au 3e temps a été annulé en cause que la métastase était trop importante. Le volume de la métastase sur le 3e temps était trop important. Le patient n'a pas été traité par radiofréquence, mais il a été traité ensuite par chimiothérapie. Donc, pour en revenir, donc Nénuphar, c'est donc un logiciel, c'est un logiciel qui se base sur un modèle mathématique spatial, qui est adapté à chaque type de lésion tumorale. Ici, là, je vous présente la métastase pulmonaire et qui est personnalisé à chaque patient. Il est personnalisé par une technique de calibration qui s'appuie sur les données cliniques et notamment sur les scanners. À partir de 2 images, donc là, ici, à partir des 2 premières images, celle-ci et celle-ci, Nénuphar va nous donner un certain nombre d'indications, notamment sur l'évolution du volume et sur l'évolution de la forme. Alors, au niveau du volume, donc là, je vous présente les résultats donnés pour ce cas. On a un graphique qui représente le volume de la métastase en fonction du temps. Et donc, on calibre le modèle sur les 2 premiers temps, ici et ici. Et ensuite, on laisse tourner le modèle. On laisse tourner le modèle jusqu'au 3e temps. Et donc, on a remis ici le 3e temps, le volume au 3e temps à titre de comparaison. Donc, l'espace entre les 2 courbes rouges représente l'ensemble des évolutions fournies par le logiciel. Et les courbes bleues et noires représentent des courbes moyennes et médianes. On peut voir sur ce graphique que la prédiction que la donnée clinique est bien dans l'ensemble des courbes rouges et donc il aurait bien été dans l'espace produit au médecin. Et donc le logiciel était capable de prédire que l'évolution serait si agressive.
En termes visuels, on peut voir ici, on peut remettre sur, on a pris la courbe moyenne qu'on a remise sur les scanners directement pour voir l'évolution de la forme. En haut, vous avez les données cliniques et en bas, là en rouge, c'est les données simulées. Donc ça, c'est pour une visualisation au plus proche des habitudes des médecins. Donc le logiciel évalue donc l'agressivité dans le cas d'une croissance, mais donc il évalue aussi la réponse au traitement. Donc ce patient a été ensuite traité par chimiothérapie. Donc on a repris les données et les données de la croissance et on a utilisé pour la décroissance lors du traitement, la décroissance tumorale lors du traitement. Donc de même, là on calibre sur les deux données ici cliniques et ensuite on laisse évoluer la simulation jusqu'au temps des données cliniques qu'on a à titre de comparaison. Donc là, ayant qu'un paramètre sur la décroissance, nous n'avons plus qu'une courbe. On s'aperçoit vraiment que là, en termes de décroissance, on est très bon vu que le point est sur la courbe. Et en termes de recroissance, c'est pareil, c'est très bon. Voilà. Merci. Et nous terminons avec Esperity et Erard Lebeau de Emery-Court qui va nous présenter un outil d'empowerment du patient touché par le cancer. Vous êtes le dernier. Ah non, mais 5 minutes toujours. Bonjour, voilà, je suis le dernier. Donc je vais retenir les principes inculqués ce matin. Je vais me présenter, je suis le docteur de Emery-Court, je suis installé à Bruxelles et je suis spécialiste en médecine nucléaire avec une expertise depuis plus de 15 ans dans le monde de la cancérologie. Et donc cela m'a amené à mettre en place une plateforme pour mes patients et pour les autres patients pour mieux comprendre les besoins et les demandes des patients tout au long de la trajectoire des soins, depuis le diagnostic jusqu'à la rémission, et mieux comprendre quelque chose qui me semble totalement ignoré par les médecins et qui commence à être de plus en plus mis dans la littérature scientifique, c'est la qualité de vie des patients qui ont un cancer. Alors pourquoi est-ce que je me suis focalisé sur le cancer? Tout d'abord parce que le cancer est en augmentation dans le monde, tout le monde le sait. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les thérapeutiques actuelles, nous avons, en tout cas en Belgique et peut-être en France, une réduction de la mortalité du cancer de 0,6%. Donc là, le cancer devient de plus en plus une maladie chronique. Et comme les données américaines nous montrent, clairement, les patients avec des maladies chroniques se tournent majoritairement vers Internet pour avoir des réponses à leurs questions. De plus, 25 à 30% des patients qui vont sur Internet vont dans les réseaux sociaux pour essayer de trouver d'autres personnes telles quelles pour justement partager leur histoire. Un élément important lorsqu'on discute avec un patient, lorsqu'il est confronté au cancer, c'est l'isolement social, l'isolement mental. Même s'il est entouré par sa famille, ses proches, il souffre d'un problème d'isolement interne. Mais l'élément clé qui m'a mis sur la fondation de Esperity, c'est le fait de mieux comprendre que lorsqu'on provoque l'empowerment des patients, lorsqu'on engage un patient dans son trajet de santé, ça a un impact nettement positif sur la qualité de vie des patients et dans certains cas, le fait d'engager un patient dans sa propre management de sa santé peut avoir un rôle dans sa survie et augmenter la survie. Donc nous avons donc créé à Bruxelles la première plateforme, en fait on est la seule au monde, on est la première plateforme multilingue dédiée aux patients qui ont un cancer, aux survivants du cancer, aux caregivers, aux caretakers, donc aux proches des patients, mais également aux médecins et aux chercheurs, comme nous allons le voir plus tard. Nous l'avons lancé il y a un peu plus d'1 an, nous avons plus de 5000 membres, essentiellement en Europe, en Amérique du Sud, au Canada et aux États-Unis. Nous avons 8 langues et nous avons plus de 25 pays couverts. Alors, Esperity produit et propose plusieurs solutions. La première solution qui a été travaillée, puisque nous travaillons avec des patients, des associations de patients en Belgique qui nous aident, nous avons une plateforme pour les témoignages qui est très très important pour échanger des histoires, un mur
pour justement communiquer ensemble, des blocs d'informations pour éduquer les patients avec des nutritionnistes, des kinésithérapeutes, des physiothérapeutes qui viennent donner des petits messages, comment est-ce qu'il faut faire pour améliorer son mode de vie. Alors quelque chose de très important, c'est des essais cliniques, puisque très peu de patients sont enrôlés chaque année dans les essais cliniques, 4% dans le monde, et même il y a des essais cliniques qui ne peuvent pas aboutir du fait qu'ils n'ont pas assez recruté de patients. Nous sommes en train de réfléchir sur un outil pour matcher automatiquement les patients sur les essais cliniques en fonction de caractéristiques personnelles du patient, mais également des biomarqueurs, des mutations génétiques au sein de la cellule cancéreuse. Nous avons également un outil de questions-réponses et d'enquête, non seulement pour les patients, mais comme un outil de marketing pour les boîtes pharmaceutiques, pour les hôpitaux, pour les médecins qui vous souhaitent poser des questions bien précises pour voir par rapport à des questions. Voilà. Donc nous avons également lancé 2 outils récemment sur la qualité de vie et le mode de vie, qui sont basés sur des enquêtes, des publications scientifiques pour mieux appréhender cette qualité de vie et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Nous sommes en collaboration avec des médecins en Belgique et à Bruxelles pour établir le carnet de liaison, ce qui est tout à fait différent du dossier médical informatisé, puisque là on sort de l'hôpital et on donne un carnet de liaison virtuel aux patients pour justement voir associer le médecin généraliste, le médecin spécialiste, le radiothérapeute, l'oncologue, l'immunologue, le chimiothérapeute, le kinésithérapeute, le nutritionniste, pour pouvoir suivre la boucle thérapeutique autour du patient. Nous sommes également en train de créer un outil pour mieux suivre à distance les patients sous chimiothérapie, et également des outils pour anticiper les consultations médicales, pour mieux préparer les visites médicales. Nous avons également un projet européen avec la France, la Belgique, la Finlande, la Lituanie, qui a commencé depuis 5 mois pour justement utiliser des objets connectés qu'on va mettre aux patients qui souffrent de cancer colorectal, cancer du sein, cancer de la prostate, pour mieux quantifier l'importance du mode de vie de manière objective, de manière subjective, et voir comment est-ce qu'on peut modifier la qualité de vie pour améliorer la qualité de vie et améliorer la survie des patients. C'est une étude qui va durer 3 ans. Nous sommes également en communication avec Microsoft pour l'analyse sémantique Big Data, avec tous les commentaires qui ont été échangés au cours depuis 1 an sur la plateforme dans plus de 8 langues. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Écoutez, je tiens à remercier l'ensemble des présentateurs et des présentatrices qui ont parfaitement tenu le temps et qui ont pu exposer avec clarté différents projets.